La standardisation. C'est ce qui a permis à beaucoup d'entreprises de gagner en productivité. La productivité, c'est quand même la clé. Et le fait de simplifier et d'avoir un produit standard permet de le produire en grande quantité en un minimum de temps. Et ainsi, inonder le marché. C'est ce qu'on appelle du prêt-à-porter. Ici, le chest que je porte, c'est du prêt-à-porter. Il a été produit en masse. Il a permis d'équiper la quasi-totalité de l'armée russe dans les années 80-90, je suppose. Je ne sais pas, je ne suis pas expert là-dedans. Aujourd'hui, on va prendre le contre-pied de tout ça. On va prendre le contre-pied du prêt-à-porter. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai invité un tailleur. Et un tailleur, ça fait du sur-mesure. Tac. La Saint-Stéphanus blanche. Saint-Stéphanus blanche, c'est une bière qui est brassée, alors si je me souviens bien, vu que c'est écrit vraiment petit, voilà, Van Steenberg. C'est une bière à façon. C'est une bière à façon, c'est donc du sur-mesure. On peut commander un certain nombre de litres directement à la brasserie et avoir une étiquette personnalisée. Là, on fait un tout petit peu de coriandre. Le brassage à façon et sur mesure, on pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas aujourd'hui venu seul. On va donc sortir un deuxième verre, une deuxième bière. Tac, tout ça, c'est ici, hop. Et je vais te laisser te servir et te présenter. Volontiers. Elle mousse beaucoup quand même, hein, celle-là. Ouais, elle est un petit peu... Peut-être que je sais pas trop la servir aussi. Non, c'est parce que la bière est un peu énervée. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, en fait? Qu'est-ce qu'on a là-dedans de joli? On a une réplique type AR15 Ok. qui sort de nos ateliers. Celle-ci orientée DMR, parce que je savais que tu avais certaines affinités un petit peu avec le DMR pour C'est être juste. amateur de tes vidéos. C'est juste. Et donc je voulais te montrer voilà, le fleuron DMR de chez Airsoft Taylor et qu'on puisse le tester chez toi. D'accord, ok. Bah, c'est ce qu'on va... On va déjà l'ouvrir tranquillement. Alors, moi, ce que je remarque, petit souci du détail, hein, c'est le patch qui arrive déjà. Déjà, le patch est ici, donc ça, c'est plutôt cool. On a des codes couleurs voilà, qu'on va mettre en place Ouais. sur nos patchs. Donc il y a le noir qui va être le patch des propriétaires de répliques Airsoft Taylor. On a le blanc aussi pour ceux qui... je peux pas trop en parler pour l'instant, mais D'accord. pour les personnes qui seront un petit peu plus à nos côtés, on va dire, dans la vente de nos répliques. Okay. Et puis on a un troisième qui est kaki, que je peux te montrer, là, qu'on sortira tout à l'heure, si j'en ai ramené quelques-uns, qui sera libre à la vente sur notre site, que tout le monde pourra acheter sur notre site airsofttaylor.com. Donc, il va falloir que tu nous présentes qu'est-ce que c'est que Airsoft Taylor. Qu'est-ce que c'est qu'Airsoft Taylor? Alors, c'est un petit atelier qu'on a créé très récemment parce qu'on a fait vraiment l'ouverture du site. On a fait une prévente pour Noël, donc ça date vraiment de fin 2023. Ok. Donc on a démarré ça. C'est un atelier d'airsoft pour ce qui est sur de la partie de réplique. Pour l'entreprise en elle-même, disons qu'on se positionne comme un équipementier. Ce qu'on cherche vraiment à faire, nous, c'est équiper le joueur d'airsoft de la tête aux pieds, de A à Z, l'accompagner dans sa pratique et lui donner le meilleur matériel possible. Donc c'est pour ça qu'on va avoir les répliques, on va avoir les équipements, les vêtements et les consommables bien entendu liés à la pratique. Donc billes, choses comme ça. Billes, batteries, gaz, avec une sélection de produits basés sur notre expérience pour justement enlever ce qui selon nous paraît superflu. Et d'aiguiller le client directement. De l'aiguiller au maximum, toujours lui donner aussi malgré tout le maximum de choix pour lui permettre à lui-même de régler le curseur en fonction de ses besoins. Rien que déjà au niveau de ses besoins, c'est là aussi notre métier, c'est de faire en sorte de confronter ses besoins, de voir qu'est-ce qui relève vraiment du besoin et de la nécessité et qu'est-ce qui relève un petit peu plus de l'envie et de la lubie. Et pour lui permettre, on est tous, on peut pas s'en vouloir là-dessus. Mais voilà, vraiment d'aller chercher, pour nous, un matériel, ça a un but précis et il faut que ça ait un rôle en jeu.
si ça n'a pas d'intérêt pour nous dans le jeu, in fine donc pour le joueur, ça n'a pas forcément sa place dans la gamme, quoi. On cherche vraiment à la réduire comme ça pour avoir vraiment quelque chose d'efficace et d'utile. Oui, de ne pas alourdir pour le style, mais si on prend, par exemple, on verra peut-être tout à l'heure un modérateur de son, autant mettre un canon qui permette... Absolument, voilà, que tout ce qu'il y a, on va voir quand on détaillera la réplique, tout ce qu'il y a dedans et dessus, c'est fait pour une raison particulière et pas simplement voilà, pour le plaisir d'alourdir de façon non nécessaire, là, voilà, le fameux porte-avions qu'on connaît tous. Ok. Et bon, on va voir ça, on va ouvrir. Et puis, on va détailler. Alors, tu m'avais dit, il y a une expression en détail du silencieux jusqu'à la plaque de couche. Ouais, alors ça se dit en anglais. En anglais, c'est tip to butt. Alors, on peut pas trop le traduire en français parce que ça rend pas très bien. D'accord. Parce que ça fait un peu du bout au cul. Tel quel. Donc, alors, c'est pas forcément pour cette chaîne-là. On le mettra sur. Voilà, faut que tu fasses une chaîne secondaire avec les soirées du samedi soir. Mais là, on peut dire que voilà, c'est du bout du modérateur de son jusqu'à la plaque de couche. Là, voilà, on est un peu plus sérieux, quoi. Et on détaille tout ça. Ok, et ben c'est parti. Donc là, quand on commande une de vos répliques, c'est livré. Donc il y a le carton forcément, qui en a le tout, mais c'est livré dans une mallette qui est semi-rigide. Alors là, c'est imposant. Donc je pense que la réplique qui est dedans est imposante. Oui, ça on a 3 formats qui correspondent aux trois tailles de répliques principales qu'on a. D'accord. Une réplique courte pour le CQB, une réplique moyenne pour de l'assaut, du passe-partout, et réplique longue DMR. Et donc ça c'est le format long. D'accord, format long, DMR, Gearbox V2. Gearbox V2, bien entendu, V2. Voilà, je sais que toi ça te... Gearbox V2. C'est un peu, j'ai failli pas rentrer dans cette brasserie, il y a eu encore un champ de force comme ça qui m'a retenu. Mais... Normalement le V2 reste à la porte. Mais maintenant ça passe pas. Je vais sortir ça, tac, attention, hop là, on vous a frôlé. Alors, pour ceux qui ne le voient pas, l'intérieur est parfaitement calé avec des blocs qui sont détachables et qui sont en velcro. Donc la réplique dedans, on a été la chercher tout à l'heure parce qu'elle a été envoyée par Chronopost. On a failli pas la recevoir à temps. Voilà, on était un peu comme ça. Donc à l'intérieur, donc il y a la réplique qu'on va sortir tout à l'heure, mais il y a aussi, là je vois donc la sangle qui permet de transporter la manette semi-rigide. C'est vrai que c'est pas mal en fait d'avoir un truc. Oui, tu peux vraiment l'adapter. Tu vois là par exemple le fait qu'on ait la poignée avant, on peut vraiment caler la cale justement entre la poignée et le bipied. Tac, voilà. Ici, la poignée avant qui est là. Voilà. C'est là, on peut vraiment venir le mettre au niveau de l'optique pour que ça vienne bloquer au maximum, qu'il n'y ait pas de mouvement. Ouais, c'est vrai que là, elle ne va pas s'enfuir. Voilà. Et là, il y a une poche détachable, voilà, qui ne va pas se barrer elle non plus. Hop, tac. Et donc, dans cette poche, il y a, je suppose, oui, effectivement. Il y a tout ce qu'il faut. On peut en détailler le contenu si tu veux. Donc, il y a un chargeur long. Ok, voilà. Un chargeur court. Un chargeur court et son frère. Un deuxième court. Voilà. Un M90, on parlera de la puissance tout à l'heure, mais un M90 pour... Voilà, on a voulu quand même avoir un ressort qui permette de baisser la puissance si jamais ça s'avérait nécessaire pour les questions de règles. Ce qui la ferait tomber rapidement à une puissance type assaut, en sachant que là elle est réglée pour 1 Joule 5 à la 0.36, ce qui permet normalement dans la plupart des associations de pouvoir jouer DMR sans problème, quoi. Outre l'aspect DMR qu'elle a, en termes de puissance, 1 Joule 5 normalement on passe partout. Ouais, normalement ça passe partout avec des distances d'engagement, mais on passe partout. Alors ensuite, à l'intérieur, on a de quoi nettoyer la lunette, on la détaillera après, on a un adaptateur parce que c'est vraiment TEDIN dedans. Ouais, nous on croit vraiment que le TEDIN ça apporte une réelle valeur ajoutée en termes de branchement de batterie, on n'est pas les seuls à le penser, mais bon, malgré tout, voilà, si on a des personnes qui ont des batteries en Tamiya, on a l'adaptateur qui est fourni avec, quoi. D'accord, donc ils n'ont pas besoin forcément de recabler ou de devoir changer de batterie. Donc autocollant, je vois autocollant. Voilà. Alors ça c'est un petit marque-page, c'est pas un autocollant. D'accord, marque-page. Et il est au toucher, c'est marrant. Ouais, il y a une petite texture. En fait, on voulait laisser comme une sorte de carte de visite, mais finalement une carte de visite, on ne sait pas trop quoi en faire. Tandis qu'un petit marque-page, voilà, ça peut toujours servir. Ouais, c'est pas mal ça. Ça me fait sourire bêtement, mais je me dis que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de bouquin. Et le prochain, c'est Georges Perec, l'infraordinaire. Là, il faut que voilà, tu auras le marque-page Airsoft Taylor avec dessus un résumé un peu de nos valeurs.
résumé en 2 temps, avec tout ce qui gravite selon nous autour de l'airsoft, qui se trouve au milieu. Et voilà notre petit slogan. Certaines parties ne se jouent qu'en vrai, on pourra peut-être détailler un petit peu plus ce qu'on sous-entend par là. Ok, pas de souci. Alors ensuite, on a une sangle. Donc ça, c'est les sangles classiques. Je suppose que c'est pour le transport de la... C'est pas pour la réplique, ça? Non. Oui, non. ouais, c'est la sangle qui va, c'est un autre type de sangle parce que je crois qu'il y a un attachement pour plus un peu type sac à dos et Ouais. un attachement, voilà, D'accord, ok. un bandoulière, voilà. Ok, la sangle là et la sangle là. Tac. Alors, je vais sortir la réplique cette fois. Je vais laisser un chargeur. Oh, le court et le long, en fait. Je vais sortir le court et le long. Tac. Hop. Donc voilà la bête. Nous, on va pouvoir refermer l'écran. Tac. Je te remercie. Donc voilà. Aujourd'hui, vous êtes venus pour ça. Alors, on part du modérateur de son pour arriver au talon de crosse. Absolument. Donc comme tu disais tout à l'heure, pour nous, voilà, l'intérêt quand on vient rajouter un accessoire comme un modérateur de son, soit on arrive à modérer le son, ce qui n'est pas trop le cas avec les AEG, hein, les silencieux ne sont pas faits pour ça. Donc du coup, il faut que ça ait un intérêt parce qu'il y a quand même un encombrement supplémentaire. Du coup, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que habituellement on va avoir le canon d'origine qui s'arrête à ce niveau-là, et bien, grâce à ça on va pouvoir le rallonger. Ce qui fait que là sur ce modèle-là on est sur un canon de 550 mm quand même, okay. Donc ça commence à être pas mal. Et 550 mm, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que selon on cède beaucoup de l'expertise de nos fournisseurs, là en l'occurrence on parle de FPS Softair, qui eux ils recommandent pour un cylindre plein justement d'avoir un canon à partir de 550 mm quoi. Ça allait jusqu'au bout, mais en dessous de cette dimension-là, le cylindre plein, quelque part, va amener un volume d'air trop important. Trop important, oui. Par rapport au volume du canon. Hein. C'est toujours l'adéquation entre le volume du cylindre et le volume du canon. On pourra en parler un petit peu plus loin, mais bon. Tout ça pour dire que 550 mm. Avec au bout, on ajoute un dispositif particulièrement perfectionné qui est un revêtement adhésif en polychlorure de vinyle, autrement appelé Chatterton. Et en fait, qu'on vient simplement entourer autour de notre canon interne. Alors, ça se voit pas forcément. Mais donc voilà, c'est un dispositif tout simple. Pour faire baril spacer et puis pas... Absolument, voilà. L'avantage, c'est qu'on va mesurer l'intérieur du diamètre du silencieux et on va faire un nombre de tours correspondant vraiment, on le fait légèrement un petit peu plus épais que l'intérieur du diamètre du silencieux, et ce qui fait qu'on a un canon interne qui est vraiment calé jusqu'au bout et pas simplement jusque là, et on sait que l'air de rien, mais quand on bouge beaucoup, quand on fait des tirs en mouvement ou autre, le petit canon qui bouge, la petite vibration, c'est quelque chose qui vient perturber le tir. Donc avec un dispositif aussi simple que ça, quand c'est simple et efficace, il n'y a pas besoin d'aller chercher la complication. Donc on arrive à stabiliser le canon interne jusqu'au bout du silencieux, ce qui est quand même une valeur ajoutée pour la précision. Voilà pour le silencieux. Ensuite, peut-être on va parler du bipied, on va remonter sur le garde-main après. Un bipied réglable, rabattable, bien entendu, voilà, d'un côté comme de l'autre, hein, en termes d'emport, voilà, que ce soit pas trop encombrant. Réglable aussi, bien entendu, avec voilà, la petite bague qu'on vient tirer pour pouvoir éventuellement, de façon simple, pour pouvoir adapter la hauteur, ce qui est quand même important pour un bipied, parce que bien entendu ça va dépendre que... Ah oui, c'est en mode... d'accord. Voilà, c'est tout simple. On vient le mettre comme ça, donc c'est important de pouvoir régler son bipied pour que ce soit adapté à toutes les situations. Ceux qui jouent avec le FAMAS et son bipied d'origine comprennent ce que je dis. De suite, on a un bipied qui a cette dimension-là. Donc, ça convient pas forcément à toutes les situations. Le FAMAS est rustique, hein. Sorte de tir. Voilà. Alors, c'est très bien hein, d'avoir un bipied comme ça. Déjà, voilà, il n'y a pas de souci. Mais sauf que des fois, ça nous embête un peu. Donc voilà, pour ce bipied-là, pour nous c'est quand même important sur une réplique DMR d'avoir un bipied. Cependant, c'est vrai que ça crée un petit peu plus de poids supplémentaire, un peu d'emport supplémentaire, et ce pourquoi on va venir là mettre, on la voit pas forcément, là on va la voir peut-être, voilà, un peu mieux. Ici. Hop. Voilà, on va venir mettre une poignée verticale qui va nous aider, on va dire, à transporter, à manœuvrer avec la réplique en main, et d'avoir quelque chose qui soit, plutôt que, autant sur des répliques assaut, on aime bien conseiller plutôt une poignée angulaire, pour avoir voilà, une prise de main au niveau du garde-main, ce qui est quand même possible, hein, on peut toujours l'attraper comme ça, mais voilà, poignée verticale, avec un petit stippling, on l'a fait à la main, au niveau des petites rainures qu'il y a là, pour venir apporter du grip supplémentaire. On va voir qu'on en retrouve un petit peu plus loin. Ça tient...
Voilà, ben la Plus texture grand est pas, quand même assez agréable. Et puis c'est vrai que voilà, si on a la main qui glisse éventuellement sur une partie humide, on a un arrêt supplémentaire qui se fait là. Bon. Garde-main, maintenant, donc Daniel Défense, sous licence. Alors, je vais te montrer les marquages. Alors moi je suis pas fan de marquage, et là il faut pas que j'oublie en fait de. Voilà. Parce que je sais pas si vous allez le voir correctement. Tac, voilà, Daniel Défense. Alors moi Daniel Défense, je pensais que c'était juste tout ce qui était Rairis, Picatinny. Voilà. C'est AR15, moi je connais pas. Voilà. Donc là, on est sur un modèle Forester de chez Vector Optics. Alors au niveau du grossissement, on est 1 par 4, donc minimum 1 et maximum x4, avec un diamètre, je ne veux pas dire de bêtises, de 24 mm. D'accord, donc c'est les mêmes ouvertures que les lunettes russes, les PSO, PSOP, etc. Et la première réflexion que j'ai eue quand je l'ai pris en main et que j'ai regardé, c'est extrêmement clair à l'intérieur. C'est très lumineux. Dans la gamme qu'on propose, donc on va avoir deux lunettes. On va avoir une lunette avec un grossissement un petit peu plus important, qui va être soit pour monter sur nos DMR, soit sur nos futures répliques sniper. Mais voilà, celle-là, c'est ce que les Américains appellent LPVO. Donc c'est grosso modo lunette à faible puissance, lunette variable à faible puissance, quoi, si on voulait traduire. Et l'avantage que ça a, c'est que quand on le met sur 1, on a un petit peu l'équivalent d'un red dot, quoi. On a une visée qui va dire à relativement courte distance, va pouvoir être faite avec une bonne acquisition. Là aussi, on avait un grossissement, mais tu parlais aussi de... Ah oui, de la lunette que j'avais achetée minimum en x8. Là, c'est insupportable. J'ai revendu d'ailleurs, hein. C'était vraiment insupportable. Et là, même en x1, on voit de manière beaucoup plus lumineuse que voilà, nos yeux ont une toute petite ouverture. Ici, on a déjà du 24. Donc là, on est sur, retenez-le parce que les vidéos se suivent, là, on est sur de la concentration de lumière. On le verra sur les NVG avec l'amplification. Là, on est sur de la concentration de lumière. On va proposer une base optimisée pour une certaine plage de puissance et pour un certain style de jeu, mais après, la réplique va pouvoir être configurée par les joueurs en fonction de leurs envies, de leurs connaissances, de leurs habitudes, etc. etc. quoi. Parler hop-up, bloc hop-up, qui va être situé là. Hop, alors, typique Daniel Défense, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà, comme ça, on peut ouvrir et on a, hop, reculé, ouais. Tac, le hop-up ici, vert gradué. Vert gradué. Donc les connaisseurs ont repéré la couleur verte et connaîtront du coup le fabricant. Pour cette partie-là, hop-up, on a choisi de travailler avec l'entreprise allemande Begady, du coup qui font de très bonnes pièces internes. Donc à savoir, ils font vraiment de tout, de l'engrenage, du piston, tout ça. Mais en tout cas, nous sur la partie hop-up, on travaille avec eux. Déjà pour leurs joints, à savoir que du coup ce canon 550 mm vient également de chez eux. L'avantage qu'il a, ce canon, c'est qu'il a une fenêtre d'ouverture, donc là on va avoir l'appui de notre hop-up, qui traditionnellement est aux alentours de 5 mm, et celles-ci sont aux alentours de 7 mm. Donc on gagne... Les ouvertures et beaucoup plus grandes. Ouais. Donc on gagne 7 mm d'ouverture, et l'avantage c'est que du coup si on combine ça avec le joint hop-up de chez eux, ils disposent de deux tailles d'appui, en 5 mm comme d'habitude, et en 7 mm également. Donc là, on va pouvoir retrouver un joint de chez eux, c'est le SHP7, si je ne me trompe pas, qui permet du coup d'avoir qui est en forme de V, donc pour avoir un appui
progressif pour faire en sorte de stabiliser au maximum la bille. D'accord, donc un V. Oui, c'est un triangle. Oui, voilà, Oui, un petit peu un triangle, c'est ça. Ouais, Plus logique c'est bon, que le V. Tu vois. Ouais, non, mais parce que il y a du. C'est la parce bière. que il y avait aussi du W chez Mempu qui faisait des joints W comme ça où c'était juste des points. Là, non, on a vraiment quelque chose de triangulaire, d'assez long, Ouais. qui Après, stabilise. peut-être, je ne sais pas si tu pourras insérer une image en post-production, Oui, mais si, j'en mettrai. voilà, il y a des images, ça sera un petit peu plus parlant que ma description comme ça. Mais du coup, cet appui-là permet vraiment de stabiliser la bille au maximum. Et en plus, du coup, comme il est de 7 mm au lieu de 5, eh ben, l'appui est beaucoup plus long, beaucoup plus progressif. Et donc, on va avoir un meilleur effet au pup, quoi. On le verra sur les tests de tir. Nous, les répliques DMR, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une réplique qui soit précise et qui ait une réelle efficacité à 60 mètres. Voilà, 50 mètres pour de l'assaut, 60 mètres pour du DMR et 70 mètres pour nos répliques sniper. Voilà, pour pas chercher à annoncer de suite des chiffres mirobolants. On verra. C'est vrai 70 mètres. Hein. Voilà. On verra, de toute façon, on verra ça sur les tests de tir tout à l'heure. Voilà, on va faire ça. Ça sera plus parlant que simplement annoncer des chiffres. Et donc celle-là, elle est faite pour 60. On verra qu'on peut éventuellement aller chercher un petit peu plus en ajoutant du hop-up. Mais voilà, donc ces distances-là et cette précision, on peut avoir ça justement parce qu'on a ce joint hop-up combiné à cette fenêtre un petit peu plus grande. 22 mètres, donc ça c'est top. Alors, celle-là c'est censé être 40, 41. Ok. Alors 40, ouais, ça raté. 53, ok. Celle-là c'est censé être 60. Ouais, putain, franchement, je me suis arraché là. 72 pour Stanley, c'est parfait. Le joint, il est à l'intérieur d'un bloc hop-up. Pareil également Begadi Pro, c'est leur modèle Neptune. Et l'avantage également qu'a ce bloc hop-up, parmi tant d'autres, outre le fait qu'il y a une patte qui vient appuyer justement sur l'appui dont on vient parler, qui fait exactement la forme de la fenêtre, de 7 mm, qui est arrondi. Voilà, donc l'appui est sur l'intégralité vraiment de la fenêtre. Donc on gagne en précision au niveau de cet appui-là. L'avantage, c'est que ce bloc hop-up aussi, il va pouvoir être vraiment réglable dans la mesure où on a une vis de réglage à ce niveau-là pour vraiment faire en sorte qu'il soit calé, qu'il soit appuyé. On va pouvoir venir rajouter des petites rondelles à l'arrière du bloc hop-up pour justement pouvoir faire en sorte que le nozzle arrive juste à la distance adéquate au niveau du joint. Ouais, d'accord. Voilà. Fleur des lèvres. Ni trop avancé, qui peut donner, si c'est après, ça peut donner des problèmes de chargement des billes, ni trop reculé, ce qui après mauvaise étanchéité, donc perte de puissance. Donc ça, on va pouvoir le régler grâce à ce bloc hop-up. On a aussi une petite bague justement au niveau du chargement des billes qu'on va pouvoir monter ou descendre. Et cette bague, en fait, plus on la... elle est noire, donc je pense pas que tu arrives à la voir. D'accord. D'accord, c'est le puits là où voilà, on met, le puits de chargement, et on va pouvoir régler sa dimension pour faire en sorte qu'on vient positionner au moment où on règle la gearbox. On vient positionner du coup le chargeur à cet endroit-là et faire en sorte que justement le puits de chargement descende suffisamment pour que l'intégralité de ce qui retient les billes, quoi. Je ne saurais pas trop comment appeler ça. Vous le verrez, la partie noire. La partie noire, vous entendez au milieu du. Voilà. Et celle-là est réglable et vient faire en sorte que vraiment ce qui retient les billes ici soit vraiment retiré intégralement. Complètement, quoi. Voilà, pour justement faciliter le chargement des billes. L'autre avantage, bien entendu, dont j'ai pas parlé, c'est que il est gradué. Ça, il faut que je le montre parce que on peut le montrer. Au bout d'un moment, les blocs hop-up qui sont gradués comme ça, c'est génial parce que vous rentrez chez vous, vous vous remettez à zéro ou quand vous êtes dans une association, passez votre réplique au chrony à la 0,20 g, hop-up à zéro. Bon, bah là, en 4 secondes, vous vous remettez à la véritable valeur, vous remettez vos billes, puis, et puis vous repartez directement en jeu, quoi. C'est vrai que sur les blocs de série, on a tendance à avoir soit pas d'informations du tout. Donc là, il faut vraiment naviguer pour arriver à savoir un petit peu où on est, faire des tirs pour savoir si justement on enlève ou on remet du hop-up. Bon, certains maintenant ont une flèche qui indique justement le sens, est-ce qu'on met, est-ce qu'on enlève, mais on n'a jamais la précision d'un bloc hop-up gradué comme celui-là, et ce qui permet vraiment, comme tu disais, nous on préconise de remettre le hop-up à zéro
à la fin de chaque partie pour éviter justement une déformation du joint qui se maintienne, Ouais, ça peut arriver. qui fait que quand on veut enlever du hop-up, ben, quelque part, la déformation fait qu'on maintient un niveau de hop-up assez important, et ce qui peut être assez gênant, surtout quand on a des variations de température, des choses comme ça, avec un caoutchouc qui gagne en rigidité. Donc on préconise vraiment à nos clients de remettre le hop-up à 0 en rentrant, et le fait d'avoir ce hop-up gradué, ben, voilà, j'ai mémorisé que à peu près pour, si j'ai l'habitude de tirer à 60 mètres, en l'occurrence, nous là on a vu qu'on était aux alentours de 9-10, je mets à 0, la prochaine fois quand je redémarre la partie, je me règle aux alentours de 9-10, je fais des petits tirs de vérification, j'ajuste éventuellement, mais je gagne du temps, j'ai pas besoin vraiment de naviguer, de faire des allers-retours pour arriver à trouver un petit peu où je vais, quoi. 20 mètres. « 40 mètres. » 50 mètres. 60 mètres. Oh, fait mal. Oh. Ouais, ça passe à rien. Touché. Nickel. Donc si on continue, après on va avoir notre nozzle qui vient en contact de notre joint. Nozzle alu avec joint torique à l'intérieur pour maintenir bien entendu une bonne étanchéité à cet endroit-là. Donc comme je l'ai dit, grâce au bloc hop-up et à ces différents réglages, on peut vraiment faire en sorte que le nozzle il vienne au contact du joint. Et en plus, on a un joint avec des lèvres adaptées à un embout de nozzle comme ça, conique, et au lieu d'avoir des embouts de nozzle plat. Voilà, ils ont vraiment deux types de joints différents en fonction de l'embout. D'avoir les deux types de joints, tu me disais, je sais plus c'était quoi les termes, mais soit c'est nozzle plat, soit c'est nozzle conique. Voilà, c'est ça. Donc là, en fonction de la tête, et du coup, joint conique. D'accord. Donc les deux vont ensemble, hein. L'important c'est que les pièces discutent bien les unes avec les autres. Derrière, on a tête de cylindre avec double joint torique. Nous, on vient rajouter une petite couche de téflon, de bande téflon autour de ces deux joints pour vraiment être sûr d'avoir une étanchéité très bonne et durable. Voilà, c'est un petit plus. Ensuite, derrière, comme je le disais, on a un cylindre à l'intérieur qu'on va soit polir nous-mêmes, soit avoir poli directement par le fabricant. Donc là, on a un cylindre plein, donc vraiment adapté à un canon comme de 550 mm. Sur nos autres répliques, on va avoir des canons plus courts. On a différents cylindres avec à chaque fois la petite fenêtre qui permet l'éjection de l'air avant qu'on arrive sur la partie qui va comprimer l'air, positionnés à différents endroits pour vraiment réduire le volume et faire en sorte adéquation entre le volume d'air du cylindre et du canon interne. Du canon interne, et ça rejoint ce que tu disais, quitte à mettre un accessoire, autant qu'il soit intéressant. Donc là, il y a un modérateur de son, donc il y a un canon plus long, donc il y a une correspondance avec le volume de cylindre et le volume de canon. Voilà. Ce qui fait que cette config-là, si quelqu'un ne voulait pas le modérateur de son et juste le cache-flamme d'origine, comme tu étais en train de le dire, on retire le cylindre plein pour mettre un cylindre adapté à la longueur du canon. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, d'une manière générale, un modérateur de son, si vous en mettez un, profitez de cet espace libre pour mettre un canon un peu plus long, mais gardez toujours en tête que le ratio du volume de cylindre et du canon, c'est très important.
Voilà, c'est pour ça que vraiment nous dans les configurations qu'on va faire pour nos clients, c'est adapté. Tout est adapté. On prend voilà ceux qui veulent faire, ceux qui veulent rajouter voilà, différents accessoires et voilà, on va avoir une gearbox, une configuration à l'intérieur qui est adaptée à la réplique de façon globale, quoi. On ne peut pas prendre la même base pour tout, pour que ce soit les répliques CQB, les répliques ASSO, les répliques DMR. À chaque fois, le travail qu'on fait sur l'interne correspond vraiment à la réplique dans son ensemble. Voilà, à son utilisation Voilà. sur le terrain. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des idées qui paraissent pertinentes, comme le fait d'avoir un seul lower et de pouvoir mettre 2 uppers par-dessus. Donc par exemple, on pourrait imaginer que là on a un upper type DMR et qu'après derrière je l'enlève, ce qui n'est pas compliqué à réaliser comme manipulation. Je l'enlève et je viens rajouter un upper beaucoup plus court type CQB ou ASSO. Ouais. Et quelque part j'ai une réplique 2 en 1. Sauf que ça marche pas tout à fait dans la mesure où nous la réplique elle se réfléchit dans son ensemble. Et je peux pas avoir une réplique avec un upper type DMR qui corresponde à un lower, configuré pour du CQB ou pour l'ASSO. Vraiment, tout se réfléchit ensemble dans sa globalité. Ouais, et en tout cas, là, c'est optimal. Et si je mets un upper plus court, j'aurai un problème. Enfin, un problème. J'ai un volume d'air. Voilà. Ras débit, il n'y aura pas de souci, mais j'aurai un volume d'air qui ne sera pas du tout adapté à ma longueur de canon. Voilà, ce ne sera pas optimisé. Et puis même au niveau du bloc... du bloc up, tout ça au niveau des joints, ça va pas du tout être la même chose parce que ça va pas être normalement le même grammage de billes. Oui, j'en ai pas parlé, d'ailleurs je reviens, je fais des bons en arrière, on n'aura jamais fini. on a le temps, Allez, prenez un verre vous aussi, installez-vous bien. Mais bien entendu, on a là sur les répliques DMR, nous on préconise du 0,36 ou du 0,40 pour nos joueurs, ça c'est pareil dans la configuration, c'est une information qu'on récupère. Et donc en fonction de ce grammage, on va mettre un joint soit 50 voire 60 degrés. Si on part sur du 40, sur du 0,40, on va peut-être choisir de basculer sur le degré au-dessus, plutôt que de rester sur du 50 qui est couleur verte chez Begady, bleu pour le 60 degrés. Bon voilà, c'est pour ça, tout ça pour emphaser sur le fait que tout est décidé à la base, lié, voilà. Au départ, et si il vous venait à l'esprit de commander ce type de réplique en 0,40 et que il me reste que de la 0,32, ça fonctionnera pas aussi bien qu'en 0,40. Nous, la réplique, c'est un outil au service du jeu. Alors elles peuvent être très jolies, il y a des répliques qui sont faites pour la collection, il y a des répliques qui sont faites voilà, pour se faire plaisir avec une configuration, avec plein de choses, avec des blocs laser, tout ça, qui sont tournés vers l'esthétique, il n'y a pas de problème avec ça. Nous, c'est pas notre vision de la chose. La réplique, c'est un outil au service du jeu. Ce qui va faire le jeu avant tout, bien entendu, c'est le joueur, c'est son équipe, c'est le terrain, c'est l'association, et on n'oublie pas ça. Il faut simplement que la réplique, elle se mette au service de tout ça, qu'elle soit fiable, qu'elle soit là quand on a besoin d'elle, qu'elle fasse sa mission, et puis c'est tout, quoi. Et cet outil-là, il faut vraiment qu'il soit réfléchi. Justement, pour qu'elle fasse sa mission, il faut qu'elle soit adaptée à la mission, à la partie, aux joueurs, etc., quoi. Exactement. Ouais. Donc après je repasse un petit peu plus, je ne vais pas détailler la gearbox en intégralité, mais donc du coup j'ai parlé du cylindre. À l'intérieur, tête de piston avec un joint FPS Soft Air, étanchéité, au niveau de l'étanchéité on vient nourrir un petit peu le joint pour lui permettre de durer un petit peu plus. On ne le fait pas baigner, on le fait pas baigner dans la graisse non plus, mais on vient le nourrir un petit peu. Piston avec dents en métal, pareil, dans un but de durabilité. AOE, notre je suppose. Angle d'engagement, voilà, qui est réglé bien comme il faut. On vient rajouter, si c'est possible, c'est pareil, c'est le fournisseur FPS Soft Air qui fait avec ses têtes de piston, il rajoute les petites rondelles. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien ça. Pour faire en sorte de l'ajuster vraiment bien comme il faut. Donc, angle d'engagement entre la première dent du piston et le sector gear. Quelque chose qui soit le plus à la verticale, voilà, on va dire la plus grande zone. On essaiera de faire une vidéo pour expliquer à quoi ressemble l'angle d'engagement, mais surtout c'est que si vous vous intéressez aux angles d'engagement, c'est quelque chose que vous devez faire parce que vous allez de toute façon changer la tête de votre piston. Donc ça prend juste quelques instants de vérifier cet angle d'engagement, et là c'est déjà fait, donc là on n'a plus rien à faire en fait. Absolument, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite on a notre ressort adapté pour chercher la puissance disponible. Encore une fois sur les DMR comme ça on va proposer 2 types de puissance. La puissance 1 Joule 5 comme on disait, comme cette réplique là, qui permet de jouer DMR dans la plupart des associations, qui est vraiment une puissance passe-partout. Et on va proposer aussi une deuxième puissance un petit peu plus importante qui va être un 1 Joule 7. Là qui s'adresse aux joueurs qui justement peuvent dans leur association utiliser
une puissance un petit peu plus importante. Bien souvent, on ne va pas plus loin que ces puissances-là. Alors après, nos clients, quand ils font leur configuration, ils sont en lien avec nous. Il y a des échanges bien souvent. C'est rare que le process se fasse vraiment sans qu'il y ait de contact. Surtout là, vraiment sur la première commande. On est sur de sur-mesure. Oui, c'est pas de la production de masse dans le sens où la réplique a été produite, on est d'accord, mais la modification, la customisation est faite avec le joueur. Et tu me disais qu'il y a une interface qui permet justement de discuter avec le futur utilisateur. Quels sont les règlements dans ton association, qu'est-ce qu'on a le droit de faire chez toi, pas le droit de faire, comment tu joues, quel est ton style, pour que du sur-mesure, en fait, ça part de vous. Et donc, c'est là où il faut répondre correctement. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais simplement répondez comme l'utilisation réelle ou supposée de ce genre de réplique. Voilà, on incite vraiment les clients à rentrer en lien avec nous. Alors, on a possibilité soit de nous contacter par téléphone, soit également de prendre des rendez-vous en visio directement sur notre site. Ça fait que ça permet, on navigue avec nos futurs clients sur le site, on fait la configuration ensemble. Justement, toutes les explications dans le détail, comme je suis en train de le faire là, on peut le faire aussi en direct. Et voilà, par exemple, sur cette notion de la puissance, on met un Joule 5 et un Joule 7. Si la personne tient absolument à avoir un Joule 8 ou peu importe, on va pouvoir bien entendu faire ce genre de choses, mais avec un Joule 7, pour une réplique DMR comme ça, on va voir déjà les performances tout à l'heure qu'on a un Joule 5. C'est quand même quelque chose qui est déjà suffisant pour les situations de jeu dans lesquelles on va se trouver. Avec un Joule 7, on va encore améliorer cette capacité d'impacter des cibles. Voilà. Ouais. Donc pour nous ça nous paraît vraiment suffisant, donc on va pouvoir proposer les deux, donc ça va se jouer au niveau du ressort à ce niveau là, parce qu'entre un Joule 5 et un Joule 7 on n'a pas nécessité de revoir la gearbox dans son intégralité pour avoir une cohérence sur la puissance, moteur, etc. Voilà, un Joule 5, un Joule 7 normalement voilà, ça change pas beaucoup. Oui, voilà. Donc quand on passe un petit peu sur les engrenages, on va rester là on est sur un ratio de 18:1. On préférait. Voilà, mais qui quelque part convient tant que ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. Voilà, c'est qu'il y a peut-être une raison. Si on le retrouve partout, si on le retrouve beaucoup sur les répliques sorties d'usine, tout ça, mais c'est vraiment un bon compromis, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du 32:1 pour avoir encore plus de capacité. En tout cas, pour de nos puissances comme ça. 1.5, 1.7. En tout cas, par rapport à la législation française, il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose comme ça. Donc le 18.1, vraiment pour ça me convient bien. Simplement, on a réalisé son calage à partir du pignon du moteur, parce que c'est quand même là que la puissance arrive, quoi. Donc on part de la base, on part du pignon moteur et non pas du spur gear comme ça peut parfois se faire, ce qui est un calage tout à fait correct, mais voilà, nous on pense qu'il est plus pertinent de démarrer dessus. La se fait, je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'il y a mon verre qui est devant, il y a ma bouteille qui est devant aussi. Il y a le tournevis aussi. En fait, il y a tout devant. C'est ici en fait que tout démarre. Hein. La transmission vraiment de l'énergie au départ, l'énergie de mouvement, c'est ici. Donc si c'est mal calé ici, on entraîne tout. Voilà, on a l'autre version, l'autre possibilité, c'est de faire justement un calage à partir du spur gear qu'on va chercher à caler le plus bas possible, et puis après on va aller chercher à caler son moteur à l'oreille, un petit peu, justement en utilisant la vis de réglage. Tandis que là on a possibilité de le caler au visuel, ce qui est quand même beaucoup plus précis, pour vraiment faire en sorte que le pignon arrive au niveau du bevel gear, sur les engrenages du bevel gear, sur les dents, pardon. Vraiment le plus correctement possible, que ce soit en termes de hauteur comme en termes d'avancement, quoi. Comme l'angle d'engagement qu'on peut retrouver un peu plus haut. Ici aussi, c'est l'angle d'engagement. Voilà, absolument. Voilà pour les engrenages. Une pièce dont j'ai pas parlé qui est assez importante, c'est la tappet plate, que là on va utiliser. C'est une pièce qu'on va changer. Par contre, on ne garde pas celle d'origine, qui est celle de chez FPS Software, qui est le modèle justement avec renforcé en fibre de carbone, qui nous permet de garder quand même une certaine souplesse nécessaire de la tappet plate, mais une résistance beaucoup plus importante, parce que c'est quand même une pièce qui est soumise à beaucoup de contraintes. Quand il y a le sector gear qui tourne et donc qui transmet toute la puissance du moteur high-torque qu'on verra tout à l'heure, qui retourne et qui se déforme. Elle se déforme énormément, donc c'est pour ça que la fibre de carbone pour ça est particulièrement pertinente, quoi. Donc ça, c'est une pièce qu'on a jugé nécessaire de changer pour justement garder une grande durabilité sur nos répliques. Au fait,
MOSFET Aster, configuré, pareil, configuré pour le DMR. Donc ça va être du semi uniquement parce que c'est la plupart, c'est pas beaucoup d'associations demandent à leurs joueurs, dès qu'ils sont sur le DMR, d'être bloqués en semi. D'ailleurs, le semi est d'ailleurs exigé pour la plupart des répliques, hormis les mitrailleuses dans la plupart des associations aussi. Donc quelque part, le full auto est relativement peu utilisé et qui plus est, avec cette configuration-là sur les DMR, le full auto, c'est quand même quelque chose qu'on va trouver très très rarement. Quoi. Très rarement, c'est pas forcément le rôle du DMR de commencer. Moi, je fais un petit peu de full quand même. J'aime bien entendre du full chez les autres. Mais ici, comme on a un MOSFET, on n'a pas besoin de mutiler, entre guillemets, sa gearbox pour la bloquer mécaniquement en semi et se retrouver de temps en temps complètement bloqué, un petit peu comme sur les M14 où là on peut plus remettre en full, donc on est vraiment bloqué et on va devoir bricoler à l'intérieur pour repartir et se remettre à tirer, alors que là semi c'est semi, auto c'est semi aussi. Voilà. Donc ça c'est bien, ça c'est vraiment pour le DMR, c'est ce qui nous paraît le plus adéquat. On finit peut-être sur l'interne avec le moteur High Torque, qui est fourni avec la réplique de base qui est de chez Specna Arms. On n'en a pas parlé, on peut le mentionner parce que c'est quand même une marque aussi qui se fait connaître pour la qualité de ses répliques. Donc c'est une bonne réplique en sortie d'usine et ce qui nous permet, nous, après sortie d'atelier, d'en faire une excellente réplique. Oui, la base est bonne déjà dès le départ. Donc voilà. On part pas d'une feuille blanche, on a quand même quelque chose qui est travaillé, puis on a parlé de l'externe aussi, ce qui est quand même assez important quand on fait un gros travail sur l'interne comme ça, d'avoir un externe qui suit. Voilà, là, ils ont fait vraiment quelque chose, un très bon boulot avec la licence. Ouais, avec les marquages, comme je vous disais, moi je suis pas sensible au marquage. Ça m'est arrivé récemment de devoir modifier des répliques AK qui étaient, alors c'était quoi? Ça devait être, on va dire, une grande marque, mais tout en plastique. Une AK-47 classique, tout en plastique, mais à l'intérieur c'est une Rolls. Et j'avais quand même un petit goût d'inachevé, et de dire à la personne qui me l'a envoyé, si tu as l'occasion de te prendre une ENL, tu remets tout ce qu'on a fait dans le ENL, tu auras un bel externe. Et moi c'est que l'interne, mais quand les deux vont ensemble, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, faut dire. C'est quand même plus sympa. Du coup, on a fini sur l'interne. On peut, voilà. Alors, on fournit justement, il y a ce chargeur long parce que qui a une capacité un petit peu plus importante. On est sur 80 billes pour je crois que c'est 75. Pour les chargeurs mid-cap tous les deux. Mid-cap tous les deux. Celui-là a une capacité de 150 si je ne me trompe pas, donc pour ceux qui veulent un apport de billes un petit peu plus important, c'est pas mal, mais comme tu viens de le voir, avec les chargeurs longs et l'utilisation d'un bipied, parfois selon les situations, notamment quand on veut faire des tirs allongés, on peut avoir un chargeur long. Ça marche plus. On mélange pas les torchons et les serviettes. Voilà, donc comme on vient de le voir, là par exemple j'ai mon chargeur qui vient appuyer, donc qui vient me déranger, tandis que si j'ai un chargeur court comme ceux qui sont fournis avec, là par contre je suis pas gêné par mon chargeur. C'est vrai que les chargeurs courts pour le DMR c'est quand même intéressant. Donc 75 billes contre 150. Voilà, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que celui-là il est aux alentours de 75-80. Ouais, donc c'est largement suffisant pour du DMR, c'est quand même pas mal, mais malgré tout on fournit quand même. C'est vrai que ce petit c'est sympa aussi, même au niveau de l'esthétique, nous, c'est vrai que... Ouais, non, mais esthétiquement, quand même... C'est quand même sympa. On est là pour le pratique. Notre travail, c'est surtout le pratique, comme on disait, faire un bon outil. Joli. Pour le plaisir des yeux, c'est un peu comme un VSS qui aurait des chargeurs longs, des chargeurs courts. Chargeur court, quand même, il est un peu plus la classe. C'est un petit peu plus sympa. C'est un peu court, jeune homme. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, personne ne dit mot, on est là tous les deux à regarder nos tasses. Faut accepter que le temps passe, c'est l'heure des adieux, il nous a fait défaut. Dehors la ville est en sanglots, pleure quelque peu sur le chaland.